Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous pour ce Facebook Live, cette permanence virtuelle. Nous sommes aujourd'hui le samedi 4 mai, samedi 4 mai. Je suis en direct de Singapour et je vais attendre que certains d'entre vous se connectent, que nous soyons plus de connectés avant de pouvoir démarrer ce live. Donc je vais continuer à préparer mes fiches et je reviens vers vous dès que je vois que nous sommes un peu plus nombreux pour commencer cet échange sur le thème. Je vous avais indiqué le thème qui était donc ce qui va changer en France en 2019 et en 2020. Et j'en profiterai avant pour parler, la France est vaste, la France ne s'arrête pas aux frontières de l'Hexagone, elle va plus loin, donc la France au sens large, y compris la France à l'étranger. Et donc on évoquera également pour commencer ce qui va changer pour la France à l'étranger. Et le sujet, parce qu'on est au mois de mai, qu'il nous reste une quinzaine de jours, un peu plus, pour ceux d'entre vous qui ont des revenus en France, pour faire leur déclaration de revenus en France. Je vais commencer ce Facebook Live par vous donner quelques points d'explication sur les changements s'agissant de la fiscalité des Français à l'étranger. Ça fait donc partie des changements pour 2019 et 2020. Et j'espère pouvoir ainsi vous éclairer. Vous aurez, j'espère, reçu par email une plaquette que j'ai faite, un lien vers deux documents. Le premier est une petite plaquette, une courte plaquette courte. Elle a une douzaine de pages quand même, une dizaine de pages, pour vous présenter les explications sur la fiscalité qui s'applique à vos revenus de source française, selon différents cas de figure, mais c'est une plaquette un peu résumée, et il y a un document beaucoup plus large qui fait une vingtaine de pages, qui est également sur mon site internet, qui lui est beaucoup plus détaillé, et vous donne le détail des calculs notamment, parce que la chose la plus compliquée s'agissant de la fiscalité des Français, des contribuables non résidents, c'est vraiment le calcul. Et même, pour vous donner une petite anecdote, le calcul du montant d'impôt à payer quand vous avez des revenus en France et que vous les déclarez, eh bien, sachez que le centre des impôts des non résidents, qui se trouve à Noisy-le-Grand, eh bien, ce centre des impôts, en réalité, fait les calculs à la main pour l'immense majorité de nos déclarations. Donc on peut comprendre qu'il puisse y avoir parfois des erreurs, même s'ils ont des calculettes avec des programmes préétablis. Il n'existe pas de logiciel, car jusqu'à présent, la direction des finances publiques, donc Bercy, avait jugé que bon, les contribuables non résidents, on ne va pas développer un outil pour eux, parce qu'un outil en fait de calcul de l'impôt, le développement complet de l'outil, moi ce qui m'a été indiqué, c'est que le coût total, c'est pas loin d'1 million d'euros. Donc c'est beaucoup, et la direction des finances publiques jugeait que pour le nombre de contribuables, à l'étranger c'est 230 000 contribuables. Ça n'en valait pas la peine. Seulement à l'époque où ils ont pris cette décision, il n'y avait pas 230 000 contribuables, il y en avait beaucoup moins. Et aujourd'hui, les choses peuvent être largement remises en question. C'est pour ça aussi qu'il était intéressant de faire converger la fiscalité des contribuables non résidents sur celle des résidents, parce que dans ce cas-là, on peut réutiliser le même outil. Et c'était quand même beaucoup plus facile et moins coûteux. Mais bon, la convergence n'est pas complète, loin s'en faut, et donc les calculs continuent à se faire à la main. Donc je les ai faits à la main, et je voudrais d'ailleurs au préalable remercier mes équipes. J'ai une super équipe. J'ai pas eu l'occasion encore de vous la représenter parce qu'elle avait bougé à l'automne. Et donc j'ai une équipe constituée de Vincent Berthiaud, qui était déjà là auparavant, qui est un directeur de cabinet, accompagné en chef de cabinet qui s'occupe de toute la gestion, notamment de mes déplacements, Stéphanie Reverchon, qui est à Singapour, qui fait un travail également remarquable. Pour les réseaux sociaux et la gestion des réseaux sociaux, c'est Adrien Coron, que je salue, qui est là en direct sur ce live. Vous ne le voyez pas, mais il est présent, c'est lui qui m'aide à répondre à vos questions. Pour tout ce qui est du travail législatif, j'ai Stéphane Courtois, et pour tout ce qui est de la gestion financière, parce que dans mon cas c'est assez compliqué puisque naviguant dans des pays où la monnaie n'est pas l'euro, et récupérant des tickets ou des justificatifs de paiement qui sont dans des langues diverses et variées,
et pas seulement l'anglais, hein, le thaï, le chinois, le japonais, etc. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse suivre ça de façon extrêmement rigoureuse, ce qui est le cas. Elle a d'ailleurs reçu les compliments, les félicitations de la service de la gestion financière de l'Assemblée pour la qualité du travail qu'elle fait pour moi. Et ceux qui répondent à vos emails quand vous m'écrivez, eh bien c'est Vincent Berthiaud, Stéphanie Reverchon, Adrien Coron, Stéphane Courtois, et chacun en fonction de son champ de compétences va intervenir plus souvent. Par exemple, Stéphanie va beaucoup intervenir sur les sujets de circonscription. Dès qu'il faut rentrer en contact avec un consulat, avec une ambassade, c'est Stéphanie qui va vous répondre. Je suis au courant de tout, hein, sachez-le. Si c'est un sujet plus législatif, ça va être Stéphane Courtois. Sur d'autres sujets plus spécifiques, Adrien, notamment pour tout ce qui est réseaux sociaux, des sujets, il travaille beaucoup sur le volontourisme, on en parlera dans quelques mois. Ça va être plutôt Adrien. Et puis, même si ils assurent des permanences, c'est-à-dire qu'ils sont aussi polyvalents, hein, les week-ends, les vacances, parce qu'on ne dort jamais hein, dans l'équipe Jeune Thé. On essaie d'être toujours efficace. Et même si on a des loupés, et je tiens à dire tout de suite que si vous m'envoyez un email et que je ne vous réponds pas sous 48 heures, hors jour férié, c'est complètement anormal et je vous encourage à renouveler l'envoi de votre email. C'est le seul moyen pour que ça ne m'échappe pas, parce que j'ai tellement d'emails tous les jours. Si je ne traite pas un email dans les 24 à 48 heures, il y a toute chance pour qu'il se perde et qu'il soit oublié. Donc il faut absolument me le renvoyer. C'est la meilleure solution pour que j'ai une réponse. Et je ne me vexerai pas du tout si vous me renvoyez, je ne prendrai un email, je ne prendrai pas ça pour de l'insistance, pas du tout. Alors, je vais donc vous parler de ce qui a changé, ce qui va changer en 2019, ou ce qui a déjà commencé à changer, et en 2020 en France. Et on va commencer par la France au sens le plus élargi, qui sont les Français à l'étranger. Alors voici la plaquette, alors là elle est en noir et blanc, vous la voyez à l'envers du coup, bref, qui s'appelle Fiscalité des Français à l'étranger. Le Centre des impôts des non-résidents avait envoyé également un email qu'on a essayé de diffuser, mes collègues parlementaires et moi-même, sur nos différents supports pour que vous soyez bien informés. Alors, cette fiscalité des Français à l'étranger, d'abord, elle ne vous concerne que si vous avez des revenus en France. Si vous avez des revenus, si vous n'avez aucun revenu en France, vous n'êtes absolument pas concerné. La question m'a été posée, est-ce que je dois déclarer mes revenus en France, même si je n'en ai pas? Alors, la direction des impôts des non-résidents dit non, c'est pas la peine, inutile de déclarer, vous ne remplissez pas de déclaration, c'est pas la peine. Maintenant, moi, personnellement, je vais vous faire part de mon expérience. Moi, j'ai toujours déclaré, même en mettant 0 comme revenu en France, et ça m'a permis de conserver mon numéro fiscal, ce qui fait que là, depuis que je suis parlementaire et que j'ai à nouveau des revenus en France, j'ai pu directement réintégrer le centre des impôts des non-résidents, retrouver ma cession personnelle, mon espace personnel fiscal. Et sinon, je sais que certains d'entre vous ont signalé qu'ils l'avaient perdu, on oublie son numéro, on oublie ses codes, on a changé d'ordinateur, on ne sait plus. Donc voilà, donc libre à vous, mais ça ne change rien que vous déclariez 0 ou que vous ne fassiez pas de déclaration, ça ne change rien. Sachez que la direction des impôts des non-résidents, en matière de contrôle fiscal, parce que certains ont peur, ah oui, mais si je déclare rien, ils vont peut-être aller me contrôler. Alors non, pas du tout. La direction des impôts des non-résidents s'intéresse, ne fait des contrôles fiscaux qu'à des gens qui ont des revenus. Je vous dis tout de suite, quand il n'y a pas de revenus, et encore, c'est plutôt des hauts revenus qui sont contrôlés. Donc, vous serez jamais contrôlé, ou ça serait vraiment le truc incroyable si vous n'avez pas de revenus en France. Ensuite, si vous avez des revenus en France, donc date limite de déclaration 21 mai. Par Internet. Si c'est par papier, ce qui est normalement pas recommandé maintenant, par Internet, 21 mai. Par papier, c'était avant. C'est ces jours-ci. Donc, pour bien comprendre ce qui se passe, le site, votre espace personnel, si vous ne l'avez pas désormais, si c'est la première fois que vous avez des revenus en France, alors que vous étiez parti de France depuis un moment, vous pouvez maintenant aller sur le site impôts.gouv.fr et vous pouvez créer votre espace personnel. On va vous demander une adresse en France, ne vous affolez pas, vous dites que vous n'en avez pas et ça va vous emmener vers une autre fenêtre qui va tenir compte du fait que vous n'êtes pas en France et vous demander une adresse à l'étranger. Et vous recevrez ensuite par email les éléments qui vous permettront de terminer l'inscription et l'ouverture de votre espace personnel. Et c'est là-dessus que vous ferez votre déclaration. Ce qui veut dire que vous pouvez aller sur votre espace personnel si vous l'avez déjà et si vous ne l'avez pas, vous le créez. Alors prévoyez quelques jours, ne faites pas le 21 mai au dernier moment, ça ne marchera pas.
Et vous pouvez directement créer votre espace personnel, récupérer un numéro fiscal et faire directement votre déclaration sans passer par un support papier. C'est la grande nouveauté 2019. Auparavant, ceux qui se déclaraient pour la première fois devaient toujours le faire par papier et c'est seulement au bout d'un an qu'ils récupéraient la possibilité de créer un espace personnel. 2019, c'est terminé, vous pouvez créer votre espace tout de suite. Ensuite, quand vous êtes dans votre espace et que vous faites votre déclaration, autre nouveauté, va tout de suite s'afficher parce que vous êtes à l'étranger, une petite fenêtre qui vous dit « Ah, est-ce que vous pouvez choisir de déclarer vos revenus mondiaux ?» Alors, ne vous paniquez pas. Ça ne veut pas dire qu'on va vous prendre des impôts sur vos revenus mondiaux. Pas du tout. Ça veut simplement dire qu'on va intégrer vos revenus mondiaux à vos revenus de France, on va faire le total. Le solde des impôts va à ce moment-là vous appliquer le barème des résidents, c'est-à-dire vous appliquez la décote de 10%, le quotient familial, pensez à bien déclarer la totalité de votre famille, votre conjoint, vos enfants, les dates de naissance, l'adresse, etc., qui sont avec vous, qui constituent votre foyer fiscal, pour qu'on puisse vous appliquer le quotient familial. Et une fois qu'on a calculé le montant d'impôt fictif, puisque c'est fictif pour le moment, à ce moment-là, on en déduit le pourcentage d'impôt que cet impôt représente par rapport à vos revenus. Et vous savez que même si vous êtes en France dans la tranche à 30%, il y a 5 tranches en France, 0, 14, 30, 41, 45. Imaginons que votre revenu français et monde, la totalité des deux, vous mettent dans une tranche à 30%, vous ne payez pas 30% d'impôt, puisqu'il y a une partie qui est à 0, puis une partie qui est à 14, puis une dernière partie qui est à 30. Et la moyenne de tout ça fait un taux moyen qu'on va peut-être trouver aux alentours de 11,6 par exemple, 8,2 ou que sais-je. Donc c'est ce taux que l'on trouve, 8,2, 11,6, 14,3, c'est ce taux moyen qui lui sera calculé sur vos seuls revenus français et déterminera l'impôt. Donc vous avez tout intérêt à déclarer vos revenus mondiaux, parce que même pour des revenus relativement élevés, avant qu'on arrive, jamais personne n'a 45% réel de son revenu qui est en impôt. C'est pas possible, puisque encore une fois, la première partie de revenus est à 0%, la deuxième partie à 14%, la troisième partie à 30%, puis à 41% seulement, etc. Donc je vous encourage vraiment à déclarer vos revenus monde, encore une fois sur laquelle aucun impôt ne sera prélevé, mais ça correspond dans ce petit encadré qui s'affiche sur votre espace personnel à ce qui s'appelle la case 8TM. T comme Thierry, M comme Mathilde. Donc cette case 8M, vous la cochez, et à ce moment-là, on vous demandera vos revenus mondiaux, et ça permettra de calculer ce fameux taux moyen qui diminue considérablement votre impôt, d'autant plus qu'il tient compte de la décote et du quotient familial. Donc je vous encourage vraiment à le faire. Ça, c'est la grande nouveauté pour cette année, ce taux moyen qui est directement accessible. Et vraiment, je vous encourage à le faire. Autre nouveauté fiscale pour les non-résidents, c'est que les pensions alimentaires qui sont versées en France à un ex-conjoint, par exemple, seront maintenant déductibles. Ça, c'est une grande avancée. Il faudra simplement prouver, alors je vais vous dire comment, que dans le pays où vous résidez, cette pension n'est pas prise en compte, n'est pas déduite de vos revenus. Il existe un certain nombre de pays dans lesquels soit vous ne payez pas d'impôts du tout, donc vous n'avez rien pour prouver que c'est pas déduit, soit il n'y a pas de justificatif comme on fait en France, ou ça simplement comme la notion n'existe pas, ils sont incapables de vous faire un justificatif, parce qu'ils vous voient arriver, ils ouvrent des yeux comme ça en disant mais on comprend pas, on ne sait pas ce que c'est. Pas de panique, vous faites une déclaration. Je déclare sur l'honneur que dans mon pays où j'habite, il n'est pas tenu compte de la pension alimentaire versée à mon ex-conjoint dans le calcul de mon imposition. Et sachez que après, ce qui se passe, c'est qu'au centre des impôts des non-résidents, ils ont tout un tas de données par pays et ils sauront vérifier que votre déclaration sur l'honneur correspond aux données dont eux disposent. Donc voilà, c'est une déclaration sur l'honneur, ça suffira. Donc vous voyez, deuxième grande nouveauté. Troisième nouveauté éventuelle qui ne s'applique pas forcément à vous, pour ceux d'entre vous qui choisissent de ne pas déclarer vos revenus monde pour avoir ce fameux taux moyen. Dans ce cas-là, on prend vos revenus de source française et s'applique à ces revenus, le cas échéant quand c'est un salaire ou une pension de retraite, une retenue à la source. Et si ce sont par exemple des revenus fonciers, un appartement ou une maison que vous louez, que vous mettez en location en France et dont vous tirez un revenu, à ce moment-là, ce loyer sera soumis
jusqu'à 27 000 euros de revenus, c'est soumis à un taux d'imposition de 20%. Alors là, en revanche, il n'est pas moyen, hein, il est brut, c'est 20% d'un coup. Et pour la fraction de revenus qui dépasse 27 000, c'est seulement la fraction qui dépasse 27 000, elle sera soumise à 30% d'imposition. Donc, aucun revenu de source française n'est aujourd'hui imposé pour les non-résidents à 30% sur la totalité du revenu. Ça n'est pas vrai. C'est uniquement une fraction de revenus et c'est seulement dans le cas où vous avez opté pour ne pas déclarer vos revenus mondes pour pouvoir vous permettre d'accéder à ce fameux taux moyen. Donc voilà, les 3 nouveautés. La création possible directement d'un espace fiscal quand c'est la première fois que vous déclarez des revenus en France. L'accès beaucoup plus facile à cette fameuse case 8TM qui vous permet d'avoir un taux moyen et d'abaisser votre imposition sur vos revenus de source française. Et troisième nouveauté, l'apparition d'un deuxième taux, d'un taux progressif, 20 puis 30% pour les revenus de source française uniquement lorsque vous décidez de ne pas cocher la case 8TM, de ne pas déclarer vos revenus mondes. Voilà, donc les 3 grandes nouveautés. Et la quatrième, pardonnez-moi, il y en a 4. La quatrième, c'est la possibilité, elle n'est pas des moindres, de déduire la pension alimentaire versée à un ex-conjoint qui, lui, est resté en France. Voilà, donc vous avez les 4 grandes nouveautés. Ça, c'est pour l'imposition sur les revenus de toute nature. Maintenant, l'autre nouveauté fiscale pour les contribuables non résidents, c'est uniquement pour ceux qui sont en Europe, dans l'espace économique européen, donc UE plus Suisse, la possibilité, le fait que les revenus de type loyer, les revenus immobiliers, ne seront plus soumis à la CSG et à la CRDS. Alors attention, pas de panique, l'ensemble de ce qu'on appelle les prélèvements sociaux représente aujourd'hui un taux de 17,2% de prélèvement. Et la partie dans ces 17,2%, la partie qui correspond à la CSG et à la CRDS est tout à fait petite, elle est de l'ordre de 9 et quelques pourcents, 9,2% de mémoire. Donc il reste pas loin de 11% que ces contribuables résidents de l'espace économique européen continueront à payer sur le revenu locatif. Ça, il ne faut pas croire qu'ils passent de 17,2 à 0, c'est faux. Ils passent de 17,2 aux alentours de 10, je n'ai plus le chiffre exact en tête. Mais ça laisse sur le carreau les contribuables non résidents hors espace économique européen, qui jusqu'à l'année dernière, jusqu'à l'année 2017, pardon, on a les chiffres 2017, on n'a pas encore ce 2018, jusqu'à l'année 2017, contribuaient à ces prélèvements sociaux sur revenus immobiliers à hauteur de peu près 250 millions d'euros. Pardon, 250 millions, c'était la totalité des non-résidents. Pour les seuls non-résidents hors espace économique européen, c'est 50 millions d'euros. Donc pour le moment, on ne nous a pas fait ce cadeau d'étendre cette suppression de la CSG, donc cette diminution des prélèvements sociaux aux contribuables non résidents. Sachez que c'est toujours sur notre to-do, notre liste de choses à faire pour les députés français à l'étranger et les sénateurs aussi. Et donc, en projet de loi de finances rectificative, on ne peut pas le présenter parce qu'il n'y a pas cette partie-là possible. Mais en revanche, à l'automne, pour le projet de loi de finances qui s'appellera 2020, à l'automne 2019, cet amendement de suppression sera encore proposé. Et pour ce qui me concerne, je revois les cabinets ministériels là, à mon retour en France, pour à nouveau en reparler avec eux, parce que je ne veux pas attendre le dernier moment à l'automne pour réévoquer ce sujet. Je veux que ce soit traité très en amont, pour que le non ou le oui soit clairement établi avant, et qu'on ne soit pas dans la précipitation pour faire les choses à l'automne. Voilà, donc ça c'est la dernière partie. Donc voilà, je vous ai à peu près fait le tour de toute la fiscalité. Et donc dans les plaquettes, surtout les 2 plaquettes, la version longue de 22 pages et la version courte de 12 pages, et je vois qu'Adrien vous a mis le lien dans le chat en ce moment, sur ces 2 plaquettes, vous allez trouver surtout des exemples précis. Le cas d'une personne seule qui a un revenu salarié en France, tout seul, la personne seule qui a un revenu immobilier, un revenu salarié, le retraité qui a 2 parts et qui a aussi un revenu immobilier, etc. Vous aurez plein d'exemples différents qui vous permettront de voir exactement quel est le taux réel auquel seront soumis ces revenus. Donc je voulais surtout apaiser les craintes, parce que j'ai un certain nombre d'emails par rapport à ça. La fameuse augmentation de 20 à 30% du taux minimal, encore une fois, c'est un taux progressif et non pas brutal. Et de toute façon, il ne s'applique que si vous avez choisi de ne pas déclarer vos revenus mondiaux. Dès que vous déclarez vos revenus mondiaux,
c'est le barème des résidents qui sera appliqué. Et autre chose, une fois que le centre des impôts a calculé votre impôt, avec le barème progressif des résidents, parce que vous avez déclaré vos revenus mondiaux, eh bien, si vous avez des très très hauts revenus, et que ça vous mettrait un impôt en France sur le barème progressif de métropole très élevé en tant que résident, alors que le taux forfaitaire minimum à 20 ou à 30% serait plus favorable, parce qu'il y a des cas où c'est possible, sachez que le centre des impôts des non-résidents, de toute façon, fait les deux calculs et vous applique toujours le taux le plus favorable pour vous. Pas pour eux, mais pour vous. Donc je tiens à le souligner, la loi ne le dit pas, la loi ne le précise pas qu'il faut appliquer le taux le plus favorable, mais c'est un choix qui a été fait déjà depuis longtemps et qui n'a jamais été remis en question. C'est bien le taux le plus favorable qui vous est appliqué. Donc vraiment, n'hésitez pas, déclarez vos revenus monde, cochez votre case 8TM et laissez le soin à la DINR, Centre des impôts des non-résidents à Noisy-le-Grand, de faire le calcul et ils sauront vous appliquer le taux le plus intéressant pour vous. N'oubliez pas de bien déclarer la totalité de votre foyer fiscal, votre conjoint, vos enfants à charge. Ça diminue également l'impôt progressif sur le barème résident qui pourrait s'appliquer à vous. Voilà tout ce que je voulais vous dire sur la fiscalité. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais de me poser des questions sur la fiscalité. Je sais que c'est un sujet très compliqué. Je voudrais vraiment essayer de le simplifier au maximum parce qu'évidemment, il y a vraiment de quoi se tromper, faire des erreurs en remplissant sa déclaration. Petite précision, petit conseil technique. Pour ceux d'entre vous dont les revenus, je pense aux pensions de retraite et aux revenus salariés éventuels, qui ont été soumis à une retenue à la source, pas un prélèvement à la source, une retenue à la source, c'est un petit peu compliqué. Dans le cas de cette retenue à la source, quand vous remplissez votre déclaration de revenus, on vous demande à un moment si vous avez une retenue à la source. Et il faut absolument, dans la case, si on vous a pas fait de retenue à la source, pour une raison ou une autre, vous indiquez le montant 0. Si vous ne mettez pas le montant 0, c'est interprété autrement. Donc vous mettez bien 0. Vous mettez toujours dans le montant dans la case du montant de la retenue à la source, il faut compléter cette case. Donc vous la complétez toujours, quitte à ce que ce soit 0, mais vous le mettez bien, vous le faites bien figurer. Voilà. Alors, je pense avoir tout dit. Avant de passer à la suite sur ce qui va changer en France, je voudrais juste vous dire répondre à une question qui m'a été posée. Qui n'est pas de mon ressort, c'est pour ça que je préfère tout de suite l'aborder. J'ai reçu une question qui était la suivante. C'est une personne qui habite à l'étranger depuis longtemps, en l'occurrence aux États-Unis, qui envisage ou qui est rentrée en France et qui s'étonne que les assureurs pour voiture ne prennent pas en compte son historique d'assurance aux États-Unis pour lui appliquer un coefficient de bonus comme si elle était restée en France. Alors, cette situation n'est pas nouvelle, parce que moi je l'ai vécue en 1987 quand je suis rentrée des États-Unis, donc je connais bien le sujet. C'était la même chose à l'époque. Alors, les assureurs sont des organismes privés et cette technique du bonus-malus que tous les assureurs appliquent en France sur les assurances automobiles, ça n'est absolument pas du ressort de l'État. C'est pas du tout l'État qui les impose, c'est ni législatif ni réglementaire. Absolument pas, nous n'avons pas du tout la prise dessus, absolument pas. Donc ensuite, je sais que certains assureurs en France ont des accords avec des assureurs à l'étranger qui du coup, dans ce cas-là, leur permettent de prendre en compte l'historique d'assurance. Alors, si j'ai un seul conseil à donner, c'est, on ne sait pas toujours, mais quand on part à l'étranger, renseignez-vous, l'assureur français qui vous suivait, posez-lui la question, avec quel assureur travaillez-vous dans tel pays dans lequel je me rends? Et il faut peut-être aller plutôt préférentiellement vers cet assureur-là. Voilà, c'est tout le conseil que je peux vous donner, mais moi, législateur, j'ai absolument pas la main sur le sujet. Et je ne peux même pas revenir dessus, c'est une décision, c'est une grille tarifaire, tout simplement, c'est une grille commerciale finalement. Et on n'a absolument pas la main dessus. Voilà la question qui m'a été posée, à laquelle je voulais répondre tout de suite. Alors, s'agissant des... Je vois que Adrien vous remet vous a mis le lien sur la plaquette. Je crois qu'il est épinglé, c'est pour ça qu'il est en bas. Donc la plaquette fiscale sur la fiscalité, je vous encourage vraiment à la regarder. N'hésitez pas, d'ailleurs je suis à votre disposition. Si c'est pas clair, si vous avez encore des questions. La date limite de déclaration, je rappelle, des revenus en France, c'est 21 mai. Vraiment, n'hésitez pas. Revenez vers moi, posez-moi des questions. L'année dernière, sachez qu'au cours de l'année 2018, beaucoup d'entre vous m'ont posé des questions. Au moment où ils ont reçu leur avis d'imposition,
s'étonnaient du montant trouvé. Effectivement, pour tout un tas de raisons, d'abord parce que c'est pas clair, c'est pas très lisible, c'est compliqué à comprendre. Et du coup, il y avait des erreurs dans les calculs d'imposition qui avaient été commises. Et ils m'ont transmis leur dossier. Je l'ai transmis au centre des impôts des non-résidents et j'ai pu faire résoudre un nombre de cas incroyable. Et très très vite, en moins d'une semaine, le cas a été résolu. La situation a été résolue. Et des personnes qui s'inquiétaient de devoir être très rapidement, il y avait une échéance très courte, prélevée de quelques milliers d'euros, alors que normalement elles ne devaient rien payer. Et la situation a été résolue, débloquée, et ils n'ont pas été prélevés. Donc vous voyez, on peut faire bouger l'État et faire avancer des dossiers extrêmement rapidement. De vous à moi, très honnêtement, je trouve dommage qu'on doive en passer par le parlementaire pour résoudre ces problèmes. Mais il faut dire que simultanément, le Centre des impôts des non-résidents n'arrivait pas à faire face au flot de demandes qu'ils ont reçues et que c'est pour ça qu'en passant par moi, ça allait plus vite. Ça me permet de préciser une dernière chose s'agissant du Centre des impôts des non-résidents. Ils ont rénové tout leur système d'accueil, que ce soit accueil téléphonique ou email, et normalement, ils vont monter en capacité de réponse aux questions. Et petit à petit, la file d'attente, la liste d'attente qui existait devrait se résorber. Je voudrais signaler également qu'ils ont mis en place un service de rendez-vous téléphonique. C'est comme lorsque vous prenez rendez-vous sur le site de votre consulat pour faire refaire un passeport. Maintenant, il existe la même chose au Centre des impôts des non-résidents. Vous pouvez aller sur le site impôts.gouv.fr et dans votre session. Et je crois même qu'il n'y a même pas besoin, c'est la rubrique internationale, vous allez dans la rubrique internationale, même sans avoir une session à vous, et on vous propose la solution prendre un rendez-vous. Comment ça se passe? Vous prenez un rendez-vous, et le Centre des impôts des non-résidents vous rappellera, c'est eux qui vous rappellent sur votre téléphone, au jour et à l'heure convenue. Alors évidemment, ce sont sur des créneaux horaires français, du lundi au vendredi, mais franchement, c'est quand même assez pratique. Et je suis allée visiter le service et j'ai vu en direct devant moi l'agent me montrer comment ça fonctionne. Donc je l'ai vu en direct devant moi rappeler. Et ce qui est bien, c'est quand vous prenez votre rendez-vous, vous dites sur quel sujet vous voulez un rendez-vous. Et du coup, la personne qui vous rappelle sait déjà de quoi il s'agit. Ce sont des personnes qui sont compétentes sur tous les sujets, mais du coup a pu préparer en amont votre dossier et les réponses à vos questions. Et ils passeront avec vous le temps qu'il faut. Ça peut être 5 minutes, comme ça peut être 20 minutes, comme ça peut être une demi-heure. Le temps qu'il faut pour que vous ayez la réponse à votre question. Et en plus, sachez que la DNA me racontait que lorsqu'ils reçoivent des appels téléphoniques, les gens ont eu tellement de mal à obtenir enfin une réponse que quelqu'un décroche le téléphone, qu'en général l'appel est très long, parce que du coup ils ont accumulé tout un tas de questions, et les appels sont en général très longs. Donc avec la rénovation de ce centre d'appel, ça devrait permettre de répondre beaucoup plus vite au téléphone, et donc d'avoir des appels plus courts, et donc de traiter un plus grand volume, etc. Donc voilà, c'est un travail en progrès, comme on dit en traduit de l'anglais, mais vraiment les choses vont s'améliorer. Mais je reste à votre disposition si vous avez besoin de précision, s'il y a des choses qui ne sont vraiment pas claires, ou si vous avez des difficultés qui persistent de communication avec cette direction des impôts des non-résidents, la DINR, qui donc est à Noisy-le-Grand. Venons-en maintenant aux annonces du président de la République et à tout ce qui va changer maintenant en France. Et là, en France, hexagonale, même si certaines des mesures peuvent avoir un impact sur vous, je vais vous expliquer comment. Alors, je vais balayer un certain nombre de sujets, dans l'ordre, pas forcément dans lequel ils ont été annoncés. Donc, en France aussi, s'agissant en France métropolitaine, s'agissant de la fiscalité va bouger. Donc, à partir, là aussi, ça sera fait à partir des revenus 2020, puisque en matière de fiscalité, tous les ans, à l'automne, en octobre et en novembre, on vote le budget de l'État. C'est ce budget, c'est ce vote au Parlement, Assemblée et Sénat, qui définit les taux d'imposition, les méthodes d'imposition pour l'année suivante. Donc pour qu'on change quelque chose pour l'année 2020, il faut donc le voter en loi de finances 2020. Ça sera donc à l'automne prochain. Et donc ce qui va changer, c'est qu'il y a donc des baisses d'impôts sur l'impôt sur le revenu, sur les revenus modestes, donc les premières tranches d'imposition, à hauteur de 5 milliards d'euros qui vont être donc redistribués. Je voudrais juste souligner ici que la France est un pays extrêmement redistributif, qu'avant impôt, les écarts de revenus vont de 1 à 20 au moins, minimum, et qu'après impôt et redistribution des aides sociales, les écarts de revenus ne sont plus que de 1 à 4. Donc la France est un pays redistributif.
Et donc cet impôt sur le revenu, c'est ça qui contribue. Donc je voudrais simplement dire que on avait déjà, donc je lis mes notes en même temps, 10,3 milliards d'euros d'allègement fiscal, ça c'était suite aux mesures d'urgence de décembre. Ces 10,3 milliards étaient constitués de plusieurs blocs, et c'était beaucoup des blocs d'impôts, de réduction d'impôts qui étaient prévus, mais qui étaient étalés dans le temps jusqu'à début 2020, et qu'on a ramassé sur décembre 2018. Donc pour beaucoup, pas pour la totalité, mais pour beaucoup c'était des baisses d'impôts déjà prévues. Donc, ce qui va compter beaucoup dans la baisse de l'imposition, ça sera donc l'exonération de taxes d'habitation pour les résidences principales. Alors, s'agissant pour nous, contribuables non résidents, se pose toujours la question de la résidence unique en France. On y travaille, on continue à réfléchir à voir quelle est la bonne solution. C'est un sujet très complexe, hein, puisque, je vous l'ai déjà dit, la façon dont un non-résident possède un bien en France est extrêmement variée. Depuis celui qui a un petit studio, un petit pied-à-terre, un petit 2 pièces dans qu'il occupe quand il passe en France, jusqu'à celui qui a sa maison de campagne quelque part en région, comme on dit maintenant, en novlangue, en passant par celui qui a sa maison simplement ou son appartement qu'il a quitté en partant et qu'il a mis en location parce qu'il a un prêt dessus et qu'il ne peut pas le laisser vide parce qu'il ne pourrait pas payer ses remboursements d'emprunt. Et en passant par celui qui a plusieurs appartements au logement, soit que c'est soit un capital retraite, soit c'est pour ses enfants, soit parce que c'est son revenu, parce que c'est son choix d'avoir des revenus de cette façon-là. Donc, vous voyez, plein de façons différentes de détenir un bien immobilier en France. Les autres baisses d'impôts, je reviens à mes baisses d'impôts, la bascule de des cotisations sociales qui sont basculées sur la CSG, l'exonération de prélèvements sur les heures supplémentaires, ça c'est à hauteur de 3 milliards d'euros. Le prélèvement forfaitaire unique, la fameuse flat tax de 30%, qui fait un manque à gagner de 1,9 milliard d'euros pour l'État, et la transformation de l'impôt sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière, qui fait un manque à gagner pour l'État de 3,2 milliards d'euros. Donc tout ça, ce sont quelque part des baisses d'impôts. Et il y a quand même des impôts qui ont augmenté, il y en a quelques-uns qui ont augmenté, c'est la fiscalité énergétique à hauteur de 2,1 milliards d'euros, et la fiscalité sur le tabac à hauteur de 3,6 milliards d'euros. Voilà, donc on en est là aujourd'hui, et donc ce qui est prévu, c'est donc une baisse de l'imposition sur le revenu. Il reste pas moins en France, et nous là sommes déjà plusieurs à l'avoir souligné, que en dehors de l'impôt sur le revenu, ce sont les charges contraintes, les dépenses contraintes qui pèsent très lourd sur le budget des ménages. Et là, on en parlait beaucoup ces jours-ci. L'essence a recommencé à grimper fortement du fait de l'augmentation du prix du baril. Le gouvernement, je sais, réfléchit en ce moment à voir, puisque dans le prix de l'essence au litre, la plus grosse partie, c'est pas le prix du brut, ce sont les taxes. Et donc, le gouvernement est en train de réfléchir à voir comment moduler cette partie de taxes sur l'essence pour qu'il y ait un impact moins fort, notamment pour ceux qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler. Voilà ce que je voulais dire donc s'agissant de la fiscalité en métropole. S'agissant maintenant de l'éducation, il s'agit aussi le point ici est essentiel puisqu'on a une forte inégalité de destin, et je vais en parler juste après pour une autre rubrique. On voit bien qu'en fonction, ça a été démontré récemment, de la classe sociale dans laquelle on y est vraiment scotché, figé, accroché pendant jusqu'à 6 générations avant de pouvoir vraiment, en moyenne, s'en extraire. Et l'un des piliers de l'amélioration des égalités de destin, c'est de jouer sur l'éducation, notamment sur les effectifs par classe en école primaire. Donc vous savez que dans les zones difficiles, on avait dédoublé les effectifs en CP et cette année en CE1. Eh bien ce dispositif sera étendu à la grande section de maternelle, qui accueilleront donc au maximum 24 élèves. Partout. Et là, ça sera partout et pas seulement en zone difficile. Ça sera un changement majeur. Mais vous voyez, là, c'est quand même un changement qui va mettre du temps à produire ses effets. Ça nous permettra dans 5 ans. Il s'agit de la grande section. Hein. Donc, grande section plus les 5 années de primaire, ça fait dans 6 ans. Dans 6 ans, on pourra voir si au moins ces enfants-là, du coup, maîtrisent mieux la lecture et l'écriture que la génération actuelle. Et c'est seulement dans, vous voyez, le lycée 3, le collège 4, 7, et les 6 années dont je viens de parler, 13, c'est seulement dans 13 ans que l'on verra si véritablement ça leur permet d'accéder à des formations d'enseignement supérieur plus nombreux, mieux équipés et avec un meilleur niveau.
Donc cette éducation, ce sont des mesures qu'il faut prendre, mais qui mettent beaucoup de temps à porter leurs fruits. Et ce sont des mesures qui coûtent, hein, parce qu'il faut des enseignants dans les classes, il faut des inspecteurs, il faut du monde, il faut des classes, hein, physiquement. Il y a des communes qui doivent créer des salles de classe. Donc ça n'est pas forcément facile et ça a un coût également. Troisième rubrique qu'a évoqué le président de la République, c'est les hauts fonctionnaires. Alors les hauts fonctionnaires, il a annoncé qu'il voulait faire disparaître l'ENA, enfin en tout cas en changer cette école de la haute fonction publique, qui est très décriée depuis longtemps d'ailleurs, et même des gens qui en étaient sortis, comme Bruno Le Maire par exemple, contestaient beaucoup cette école. Simplement cette école, ce qu'elle avait... Moi personnellement, puisque je travaille beaucoup avec des énarques depuis que je suis en fonction, j'ai rencontré des gens de grande valeur, il n'y a aucun doute là-dessus, qui connaissent parfaitement les rouages de l'État, son fonctionnement, et qui savent le faire fonctionner. Mais, il y a quand même un mais. Il y a quand même un mais, c'est que d'abord, ils travaillent énormément. Et franchement, quand on dit ça serait bien que de temps en temps, j'ai vu dans le grand débat passer l'idée qu'ils aillent faire un stage de pauvreté. Et je comprends ce qui veut être dit par là. En gros, qu'ils de temps en temps, ils retournent sur le terrain. Avec le volume de travail qu'ils ont actuellement, je ne vois même pas où on peut leur trouver le temps d'aller passer 8 jours ou 15 jours quelque part. C'est extrêmement dommage, parce qu'effectivement, parmi les gens avec qui j'ai travaillé, il y a un manque de possibilité d'être en contact avec la vie réelle. Et que très vite, on devient hors sol, on devient déconnecté. Et il ne faut pas oublier que les élus que nous... Enfin, les hauts fonctionnaires dont je parle là, sinon pas les signaux faibles de ce qui se passe dans la population, ils ne savent pas ce qui s'y passe, ils peuvent faire des propositions décalées. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, s'agissant du fonctionnement de l'État, il y a donc il faut bien avoir des idées. Je baisse les impôts, j'augmente les impôts, je mets plus de fonctionnaires ici, moins là, etc. Et ça, le politique ne peut pas savoir précisément techniquement ce qu'il faut faire. C'est bien les hauts fonctionnaires qui doivent nous faire des propositions pour nous dire, écoutez, là, nous on vous recommande, il y a 2 pistes. Il faut augmenter les impôts comme ci, diminuer comme ça, ou comme ça. Ils peuvent nous faire 2-3 propositions. Et le politique derrière arrive et il arbitre, il tranche. Ou bien le politique arrive en amont et dit à ses fonctionnaires, je veux que vous diminuiez de tant le nombre de fonctionnaires. Et donc les hauts fonctionnaires sont chargés de réfléchir à trouver une bonne solution pour que cela soit possible. Et donc les hauts fonctionnaires, pour faire des propositions qui soient réalistes, qui soient adaptées, il faut quand même qu'il ait un contact avec la vie réelle, sinon il va faire des propositions décalées. Et donc comment peut-on avoir ce contact avec la vie réelle? Première question, sachant que la plupart de ces hauts fonctionnaires, 60% d'entre eux viennent d'un milieu socialement favorisé. C'est énorme. Donc c'est vraiment compliqué d'attendre de leur part qu'ils aient une vision très globale et exacte de la société française. Autre chose, quand on sort de cette école de la haute fonction publique, de même que quand on sort d'autres écoles publiques, je pense à Polytechnique par exemple, il y a ce qu'on appelle des grands corps, c'est-à-dire qu'en fonction de son rang de classement, on va aller à tel endroit, les premiers vont à l'inspection générale des finances, à la Cour des comptes, au Conseil d'État, et finalement ne vont pas parmi les agents de l'État qu'on va retrouver au ministère des Affaires étrangères, au ministère de la Santé, etc. Un exemple, la santé que je viens de vous citer. C'est un ministère qui est très peu demandé, très très peu demandé. C'est pour ça que le président de la République avait évoqué à un moment la possibilité qu'il soit plus tenu compte du classement de sortie et qu'il soit impératif que les élèves sortis de l'ENA, c'est 40 par an, c'est pas énorme, aillent obligatoirement passer une partie de la suite de leur formation à l'inspection des affaires, enfin au ministère des Affaires sociales et de la solidarité. Et c'est vraiment important là aussi pour ne pas se spécialiser. Donc ces grands corps font qu'on reste toute sa vie aux affaires étrangères ou toute sa vie à l'environnement, toute sa vie à la défense ou toute sa vie, voilà. Tout ça est très sclérosant et il vaut mieux essayer de bouger, même si entre administrations, ils avaient l'habitude parfois de s'échanger des fonctionnaires. Mais en tout cas, on voit bien qu'entre ces grands corps qui les mettent en silo, le fait qu'ils n'ont absolument pas l'opportunité d'aller sur le terrain. Alors oui, je me rappelle, hein, j'ai lu dans un document où j'ai entendu dans une interview un ancien directeur de l'ENA qui dit « Mais attendez, je ne comprends pas, ils ont 6 mois de formation en préfecture. » Ah oui, la belle affaire. Nos élèves énarques vont 6 mois passer 6 mois en sous-préfecture. Mais enfin, la sous-préfecture, c'est pas ce que j'appelle être complètement sur le terrain, hein, au contact des signaux faibles. C'est pas forcément le meilleur capteur. En tout cas, c'est pas un capteur suffisant et c'est certainement pas juste 6 mois au cours de la formation qui vont permettre d'avoir des capteurs pour tout au long de la vie. Il y a quand même une différence. Donc on ait ces 6 mois-là, très bien, mais il faut qu'il y en ait d'autres. Et moi, il y a une dernière chose sur laquelle je milite beaucoup, et je sais que le président finalement en a parlé, et j'en suis contente,
c'est de supprimer pour ces fonctionnaires-là, ces hauts fonctionnaires, catégorie dite A et A+, la possibilité de l'emploi à vie. Parce que l'emploi à vie, ça veut dire que tranquillement, je vais me mettre à l'abri quelques années dans le privé, et puis ça tourne vinaigre, ça passe pas bien, hop, je sais que je vais pouvoir réintégrer la fonction publique. Non, il n'y a pas de raison, c'est des gens qui ont un niveau de formation, un niveau de compétence, un niveau d'expérience, qui fait que de toute façon, retrouveront du boulot. Donc l'emploi à vie, pour moi, il n'est pas justifié. Et le président en a parlé. Donc une réforme qui, à mon avis, sera salutaire. L'ENA en tant que tel, c'est pas ça qu'il faut faire disparaître. C'est les grands corps, l'emploi à vie, la notion de classement de sortie, et trouver des... Moi, je plaidais aussi pour qu'il y ait un Erasmus des hauts fonctionnaires. Alors, je sais bien que beaucoup de sorties de l'ENA s'en vont à l'étranger, faire 6 mois à l'étranger. Mais ça ne suffit pas. 6 mois à l'étranger, ils vont où? Ils vont dans nos ambassades, dans nos consulats. Ils sont encore dans un environnement très franco-français. Moi, ce qui m'intéresse, ce pourquoi je plaide, c'est qu'ils partent 6 mois dans une administration autre, au sein de l'Union européenne, par exemple, qui partent 6 mois dans la fonction publique allemande, aux finances allemandes, à l'action sociale des Pays-Bas, ou au ministère de l'Éducation en Espagne, voilà, qui aillent se frotter à un autre service public. Et ça, je pense que ça serait profondément enrichissant. Donc, quatrième point sur lequel que le président évoquait, c'est les dépenses publiques. C'est bien gentil de dire qu'on redistribue 5 milliards d'euros d'impôts aux tranches d'imposition les plus basses. Il faut bien trouver l'argent quelque part. On ne vit pas à crédit. Et donc, les dépenses publiques, ça c'est un vrai souci. Alors, il a dit qu'il était prêt néanmoins à revoir la réduction du nombre de fonctionnaires que lui avait annoncé dans son programme à 120 000 fonctionnaires de moins sur son quinquennat. Cette année, depuis le début du quinquennat, on a réduit le nombre de fonctionnaires que de 6 000, ce qui est très peu. Entre les départs et les arrivées, le delta est de 6 000, c'est très peu par rapport aux 120 000 annoncés. Il ne veut pas en faire un totem, cette réduction de 120 000 fonctionnaires, donc où peut-on trouver l'argent? Eh bien, il y a déjà de l'argent qui a été trouvé. Il y a déjà de l'argent qui a été trouvé avec notamment la suppression des contrats aidés. Alors, ça a fait hurler beaucoup de gens. Les contrats aidés avaient été mis en place par François Hollande en pensant trouver là un outil de lutte contre le chômage. Ça s'est révélé tout à fait contre-productif. Et là, maintenant qu'on a supprimé les contrats aidés, on voit que dans le même temps, le chômage diminue. Donc, on voit bien que c'est la réponse. Et là, les contrats aidés ne servaient pas à réduire le chômage. Et donc, ça a été un moyen de faire des économies, de supprimer ces contrats aidés. Autre moyen, il y a les bailleurs sociaux, ceux qui gèrent les logements HLM. Une ponction qui a été faite chez eux. Là aussi, il y a beaucoup d'argent gaspillé. Et ça a permis de limiter les dépenses publiques pour cette année. Il y a aussi eu d'autres choses qui ont été très contestées, sur lesquelles on va revenir, qui est l'indexation, qui est la non-indexation des retraites, des pensions, et qui est également le gel du point d'indice des fonctionnaires. S'agissant des petites retraites, des pensions de retraite, elles seront à nouveau indexées pour l'année 2020, et à partir de 2021, toutes les retraites seront réindexées sur l'inflation. Donc, voilà les mesures qui ont été prises. Maintenant, ça ne suffit pas. Et je fais moi partie à l'Assemblée du groupe qui étudie la réforme de la fonction publique. Je serai d'ailleurs très présente dans les débats en hémicycle. Je vous en parlerai à la fin. C'est la semaine du 13 mai, c'est la semaine prochaine, dans une semaine. Donc là, s'agissant de la fonction publique, il y a des économies à faire, mais ce n'est pas des économies en coupant des têtes. Ce sont des économies avec des gains de productivité, avec des gains en efficacité. C'est en limitant certains millefeuilles. C'est en essayant de réfléchir si c'est vraiment bien que les transports en commun soient gérés à la fois par la région, le département, la commune. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de se regrouper pour faire mieux et moins cher? Je donne un exemple, il y en a beaucoup de ce type-là. Et donc, moi, je plaide beaucoup pour que, finalement, dans chaque service de la fonction publique, chaque manager à son niveau puisse aller s'asseoir, chaque chef de service puisse aller s'asseoir à côté de son équipe et puisse travailler. Alors, l'idéal, c'est quand c'est le N+2 qui va s'asseoir à côté du N, parce que le N+1, il sait ce que fait N. C'est le N+2 qui ne se rend pas compte. Et le N+2 va s'asseoir à côté de N, commence à comprendre comment ça fonctionne, et là, il va comme ça en dégager des leviers. Il va voir que là, il y a des choses qu'on peut faire mieux, qu'on peut éviter de démultiplier, qu'on peut rendre plus efficace. Mais ça, c'est un travail qui prend du temps. Ça prend du temps de s'asseoir à côté de chacun, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup à faire. Juste vous donner l'exemple qui m'a été rapporté pour un permis de construire en province.
ou pour la rénovation d'un bâtiment en ruine ancien, ce sont à la préfecture du coin pas moins de 3 fonctionnaires qui se sont penchés sur ce dossier de permis de construire pendant plusieurs heures, puis ont convoqué celui qui déposait le permis, et tout ça pour discuter de la position d'un mur qu'il fallait décaler de 40 cm. 3 fonctionnaires pour ça, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, il ne s'agissait pas de construire une centrale nucléaire, un centre commercial ou de faire passer une autoroute. Bon, donc voilà, là il y a vraiment des gros gains d'efficacité à faire. Alors, je vois Jean-Louis qui dans le chat me dit c'est pas moins de fonctionnaires qu'il faut, c'est moins d'aides sociales inconsidérées. Alors, les aides sociales, alors là, Jean-Louis, c'est un vrai choix politique, effectivement. J'entends ce que vous voulez dire. En tout cas, il y a des gains qui vont être faits, notamment, il y a une réflexion qui est menée sur les indemnités chômage. Moi, j'ai rencontré à la faveur de la crise des Gilets jaunes un gilet jaune de Vendée avec qui je discutais et qui m'expliquait que lui, depuis qu'il avait repris un travail, gagnait moins que lorsqu'il avait son indemnité chômage juste avant. Donc là, quand l'indemnité chômage vous permet de vivre aussi bien que quand vous travaillez, franchement, quel est l'intérêt d'aller travailler, de dépenser de l'argent à se transporter, à faire garder ses enfants, si avec une indemnité chômage on gagne autant. Donc, et tous les employeurs le disent, ils disent bien qu'il y a un certain nombre d'employés qu'ils ont recrutés, qu'ils ont formés, ils en sont satisfaits, et puis la personne, une fois qu'elle a rechargé ses droits chômage, hop, s'en va. Donc là, Jean-Louis, je pense qu'il y a aussi des gains à faire, pour essayer de voir comment on peut, sans mettre tout le monde à la rue évidemment, c'est pas l'objectif du tout, mais trouver un équilibre pour que, au bout du compte, un maximum de personnes aient envie de travailler, parce que moi je reste convaincue, et c'est le projet du président, moi je reste convaincue que la dignité de chaque être humain, on l'obtient par le travail. Un travail digne dans lequel on peut s'épanouir, c'est ça à quoi il faut aspirer, me semble-t-il. On peut aussi avoir un travail dans lequel on décide. Moi, je connais quelqu'un qui a choisi de travailler à 4/5 de temps parce qu'il a une passion à côté, qu'il veut pouvoir l'assouvir, qui ne lui rapporte rien. Et donc, il a 1/5 de son temps consacré à sa passion. Qui dit travail, dit pas forcément travail à temps complet, qui empêche de faire autre chose. C'est un travail dans lequel on se sent bien et qui permet de vivre comme on a envie de vivre. Certains ont envie de beaucoup, d'autres ont envie de moins. Chacun a sa mesure, ce qui le motive. Et c'est ça qui me paraît plus important et c'est ça qui rend digne. Et qui fait qu'on a sa place dans la société. Chacun a le droit d'avoir une place dans la société, de se sentir utile. Ça me paraît important. Donc je vous ai parlé des dépenses publiques, le pouvoir d'achat. S'agissant des mesures pour le pouvoir d'achat, donc là, beaucoup de choses ont été faites en décembre et vont être reconduites. Alors évidemment, ça s'applique à ceux qui travaillent uniquement. Notamment cette prime d'activité, ça permet, pour bien expliquer, la prime d'activité pour vous qui êtes à l'étranger peut-être depuis un bon moment, ce sont des personnes qui ont de faibles revenus, elle existait auparavant, c'est une aide, alors Jean-Louis, je vous reviens, c'est peut-être une aide sociale, mais donc c'est un complément de revenus qui est distribué par la caisse d'allocation familiale, il faut en faire la demande à la caisse d'allocation familiale, et pourquoi cette prime d'activité a été mise en place, c'est parce que lorsqu'il y aurait une autre solution pour augmenter le revenu, c'est d'augmenter les salaires, et que les employeurs augmentent les salaires. Ah oui, mais là, attention. Si, de façon autoritaire, un État décide, le gouvernement décide d'augmenter le SMIC, donc de faire monter de ce fait tous les salaires qui vont derrière, automatiquement derrière, ça augmente le chômage. Ça a déjà été démontré dans le passé. Donc il faut jouer extrêmement finement avec l'augmentation du SMIC, même si moi, personnellement, sur le plan purement théorique, s'il n'y avait pas ce lien avec le chômage, évidemment que j'aimerais que le SMIC augmente. Et quand j'entends certains partis politiques qui disent qu'il faut l'augmenter de 20%, j'entends par rapport au niveau de vie et au pouvoir de vivre de chacun, c'est tout à fait justifié. Mais malheureusement, les conséquences que ça a font qu'on est obligé de se réfréner, on ne peut pas aller vers ça. Donc la prime d'activité, c'est un complément de revenu qui permet d'améliorer le revenu de ceux qui travaillent. Donc c'est vraiment pour ceux qui travaillent. De ce fait, la prime d'activité était, ça peut paraître bizarre, mais quelqu'un qui travaillait à temps partiel, ben, il avait une prime d'activité moins importante que celui qui travaillait à temps complet. La prime d'activité est à la fois liée au revenu et au revenu rapporté au temps de travail. Donc cette prime d'activité sera maintenue pour toute l'année 2019. Il y a également la défiscalisation des heures supplémentaires qui est maintenue également. La défiscalisation de la prime exceptionnelle qui avait été offerte là par les entreprises qui sera maintenue également.
Donc il y a des choses, et tout ça, ça fait que, parce qu'il y avait quand même eu une hausse du SMIC, hein, qui avait été faite, une petite hausse du SMIC, et tout ça mis bout à bout, fait que, en moyenne, les Français, les ménages français ont gagné en moyenne 850 € de revenus supplémentaires sur l'année 2018. Alors, c'est une moyenne, donc il y en a qui perdent, il y en a qui gagnent moins, il y en a qui gagnent plus, évidemment, mais c'est une moyenne, et il faut se réjouir parce que ce n'était pas arrivé depuis de très nombreuses années qu'il y ait une telle hausse du pouvoir d'achat. Et d'ailleurs, ça se traduit dans les chiffres de la consommation. Donc on voit la consommation qui repart, même si on voit aussi que l'épargne des ménages augmente également, et que cette hausse du pouvoir d'achat a été transférée un peu en consommation et un peu en épargne. Ça, c'est très français. Moi, je trouve que c'est une bonne chose que d'avoir aussi à cœur d'épargner et pas de tout consommer. Ça, c'était donc sur le pouvoir d'achat. Sur les services publics, je vois que Jean-Louis a fait passer un message et je vais y venir parce que je suis tout à fait d'accord avec vous, Jean-Louis. Les services publics, un vrai sujet, alors on ne se rend pas forcément compte, pour nous, notre service public, c'est le consulat. Alors le consulat, je voudrais tout de suite vous dire, parce que j'ai beaucoup travaillé avec eux, je continue encore cette année, oui, il y a beaucoup de dématérialisation, mais la dématérialisation est un outil qui permet d'être plus efficace et d'aller plus vite. C'est pas d'enlever du service public, c'est au contraire de donner suffisamment de services publics, mais de meilleure qualité, plus rapidement. Franchement, pour s'inscrire au consulat, pouvoir le faire en ligne, c'est quand même plus intelligent et plus efficace que de devoir aller au consulat, surtout maintenant il faut y aller tous les 5 ans obligatoirement. Donc, nous, c'est le consulat. En France, la difficulté, c'est que petit à petit, beaucoup de services publics ont été supprimés. Des gens qui sont obligés de faire 200 km pour aller à un service d'urgence hospitalier, des postes qui disparaissent partout, je me rappelle d'une petite ville de 2000 habitants dans l'Hérault, la poste ouvrait 1 jour par semaine, une ville de 2000 habitants, c'est quand même pas tout petit, donc c'est quand même extrêmement ennuyeux. Et ce qui a été proposé par, 2 choses ont été proposées par le président de la République, la maison de service public, alors il en existe déjà, la MSAP, alors on aime beaucoup les initiales en France, hein, MSAP, MASP, maison d'accès aux services publics, c'est plutôt ça, voilà, où on trouve des gens qui sont polyvalents, qui peuvent vous répondre aussi bien pour un problème d'impôt, qu'un problème de CAF, qu'un problème d'emploi, qu'un problème d'état civil. Et il en existe par exemple dans certaines provinces où on a un camion maison d'accès de service public qui va circuler sur plusieurs villes, ce qui fait que à chaque fois il y aura une ville ou une petite ville différente, un petit village qui recevra ce camion et qui va vers l'usager. Donc ça c'est extrêmement intéressant. Donc il y avait des expériences qui étaient menées et elles seront poursuivies et développées. Ça c'est une bonne chose. Il a aussi annoncé qu'il n'y aurait plus de fermeture de services hospitaliers. Alors j'entends ça, je comprends que ça puisse faire peur à beaucoup de gens de se dire « Ouh là là, je suis à 200 km d'un service d'urgence », mais je pense aussi, et là c'est le médecin qui parle, qu'on ne se sert pas forcément très bien des services d'urgence. Et je vais vous donner cette illustration. Quand j'étais en 1986 aux États-Unis, un État géographiquement beaucoup plus étendu que la France, s'agissant de la prise en charge des naissances et des prématurés, eh bien à l'époque, les États-Unis avaient coupé leur territoire en 4. Ça fait encore 4 grandes portions. Et au sein de ces quarts d'États-Unis, il y avait une maternité hyper équipée qui était celle qui recevait toutes les urgences ou tous les accouchements pressentis comme étant difficiles. Alors certes, ça faisait des personnes qui pouvaient se retrouver évacuées très loin de chez elles, plusieurs centaines de kilomètres, mais qui étaient sûres de trouver un plateau technique de la plus haute qualité, avec le plus grande chance que du coup l'accouchement se passe bien et que les enfants vivent et soient traités et soignés dans de bonnes conditions. La prématurité, vous savez, ça fait des petits bébés extrêmement fragiles. Donc, moi en tant que médecin, j'entends que les gens ont envie d'avoir un service d'urgence près de chez eux, mais je ne suis pas sûre qu'en termes de qualité des soins rendus, ce soit la meilleure des solutions. Et je pense que parfois, il vaut mieux avoir un excellent service SAMU, quitte à ce qu'il se déplace aussi par hélicoptère, parce qu'un hélicoptère SAMU coûtera toujours beaucoup moins cher qu'un hôpital très équipé. Ou alors on aura des hôpitaux moyennement équipés, donc avec un service moyen. Donc moi, si c'est pour aller vers le service du coin qui me disent « Ah non, nous en neurochirurgie, on n'est pas équipés, il faut que vous alliez à l'hôpital à 300 km d'ici », eh bien on a perdu du temps à passer par le premier hôpital. Donc je suis réservée là-dessus. Parallèlement, je pense aussi important que nos médecins généralistes, qui croulent sous les tâches administratives, et ça c'est vraiment très dommageable, qu'on trouve des solutions pour qu'ils aient moins de tâches administratives, qu'ils puissent plus se consacrer à leur fonction de médecin et qu'ils puissent mieux gérer un certain nombre de petites urgences. Par exemple, une plaie qu'il faut recoudre,
il y a beaucoup de médecins qui disent « Ah non, je ne sais pas faire ». Je me rappellerai toujours, l'un des tout premiers patients que j'ai vu en consultation, je faisais mon stage auprès d'un médecin généraliste, et on voit arriver un jeune homme qui avait le bras comme ça, et le médecin généraliste chez qui j'étais l'envoie faire une radio, la radio revient, il me la montre, il n'y avait pas de compte-rendu, parce qu'à l'époque, il fallait attendre 3 jours pour que le radiologue fasse le compte-rendu, c'était pas automatisé, et je vois tout de suite sur la radio une fracture de clavicule, je savais comment ça se soignait, le médecin généraliste, le maître de stage me dit « Alors, que feriez-vous » Je dis « On va prescrire un bandeau en nu, on va à la pharmacie, on va lui mettre. » Il me dit « Ah non, non, non. Ah non, non, dit-il, non, non. On était en ville, hein. On était en ville. Non, non, je l'envoie chez un confrère orthopédiste qui va s'en occuper. » Moi, j'ai trouvé ça infiniment dommage. C'est beaucoup plus coûteux pour la sécurité sociale. Il suffisait que le gamin aille à la pharmacie du coin et s'achetait ses anneaux de clavicule. Moi, je lui mettais et puis c'était terminé. Donc, vous voyez, il faut plus inciter les médecins généralistes. Mais aujourd'hui, attention, ils n'en ont pas forcément le temps. Et d'un, et deux, ils ne sont pas assez nombreux. Donc là aussi, on va ouvrir supprimer le numerus clausus, il n'y aura plus qu'un examen avec un note minimum, donc ça va beaucoup ouvrir le nombre de médecins formés, mais enfin un médecin formé c'est 10 ans. Donc l'effet de cette mesure, c'est comme le dédoublement des classes, dans 10 ans. Donc il va falloir être patient et faire au moins mal pendant ce temps-là. Donc les services publics, voilà des choses intéressantes qui vont se mettre en place pour aller au plus près des gens. Je tiens aussi à souligner qu'il y a un plan numérique qui a été mis en place, parce qu'il y a à peu près 20% de la population française qui ne sait pas se servir de l'outil informatique et numérique. Et donc, un plan a été mis en œuvre pour que partout en France, il y ait des personnes qui puissent accompagner les démarches. Donc, ça pourra faire des missions de ces maisons de services publics, que les personnes qui ne sont pas à l'aise avec l'informatique puissent rencontrer là quelqu'un qui les guidera, qui fera peut-être pour eux ce qu'eux tout seuls ne sauraient pas faire, soit parce qu'ils ne sont pas équipés, soit parce qu'ils ne savent pas faire. Et puis, on a beau tous avoir un téléphone portable, on ne sait pas forcément tous se servir de toutes les fonctionnalités. Et vous voyez, je discutais ici à Singapour, qui est un pays très très avancé s'agissant de la dématérialisation. Eh bien, des gens de Singapour me disaient, du gouvernement singapourien me disait que chez eux, ils estiment aussi à 20% le nombre de personnes qui ne savent pas bien se servir de l'outil informatique, et ils pensent que ce chiffre restera constant, parce que même si on apprend à l'école, si on s'en sert beaucoup, il suffit qu'on rentre dans un métier où il n'y a pas du tout besoin de ça, et ça existe encore, hein. En France, on a des métiers dans lesquels on n'a pratiquement jamais besoin de se servir de l'outil informatique. C'est tout à fait possible. Eh bien, on peut se retrouver avec des personnes, et dans toutes les catégories sociales, hein, eh bien on peut se retrouver avec des personnes qui du coup perdent le fil et désapprennent. D'où ce matelas de 20% pour lequel il faudra toujours prévoir des gens pour les accompagner. Le dernier point dont a parlé le président de la République, c'est la décentralisation. Alors ça, c'est très important. Et donner beaucoup plus de pouvoir aux régions d'une part. Alors s'agissant du département, c'est toujours un sujet de réflexion pour beaucoup. Moi, je trouve que la commune, l'intercommunalité, le département, la région, c'est beaucoup trop, et que les régions pourraient être beaucoup plus autonomes. Mais je vous citais l'exemple des transports tout à l'heure. Hein. Les transports publics, c'est la région, le département, la commune, parfois l'intercommunalité. Franchement, et je sais qu'il y a des bassins de vie, mes collègues parlementaires m'ont expliqué qu'il y a des bassins de vie sur lesquels ça se passe très bien, il y a une vraie synergie entre les différents acteurs, et du coup il y a un vrai réseau de transport public. Il y a des communes sur lesquelles, pour des raisons politiques, ils se tirent dans les pattes et il ne se passe rien, et c'est au détriment de l'usager qui est pénalisé par ces querelles politiques. Alors, attendez, Jean-Luc, j'essaie de voir la question que vous m'avez posée. Alors, je reviens d'abord sur la remarque de Loïc qui parlait de la maison des services publics pour recréer du lien. Alors moi, personnellement, Loïc, oui, vous avez raison. J'irai même un peu plus loin. Je pense que recréer du lien social, c'est fondamental. Le paradoxe, on le voit bien, hein, tout le monde a des dizaines, voire des centaines d'amis sur Facebook, sur Twitter, sur que sais-je, et en réalité, on est tout seul. Et d'ailleurs, il y a un livre qui a été écrit là-dessus récemment. On est absolument tout seul. Je crois que c'est bon, j'ai oublié le titre, je vous le retrouverai. Et il faut trouver quelque chose qui permette aux gens de se rencontrer, de se retrouver. Il y a un certain nombre de communes, je pense à une commune de banlieue parisienne, grande banlieue, toute petite commune, hein, quelques centaines d'habitants, je crois que ce sont 400 habitants, quelque chose comme ça, donc vraiment petite commune, qui a décidé de faire un spectacle historique tous les ans. Et bien ce spectacle historique mobilise tous les gens de la commune, les 400 habitants, et après fait venir beaucoup de monde. Donc voilà un projet qui porte la commune et qui crée du lien social.
Alors ça, je donne cet exemple-là, mais il pourrait y en avoir d'autres. Alors, en tout cas, créer du lien social, c'est fondamental. Et il faudra le poursuivre et réfléchir à voir comment on peut faire encore mieux que la maison de service public. Parce que vous voyez, je vous ai expliqué, si la maison d'accès au service public se trouve être un camion qui circule sur plusieurs communes, ça fait du lien de temps en temps. Vous me direz, c'est mieux que rien. Mais si aussi dans tous ces services, on prend rendez-vous pour y aller, vous voyez, quand je suis allée au consulat à Phnom Penh, je vois encore un de ces Français qui arrive là, je croise un monsieur qui rentre et qui nous dit « Ah, vous savez, c'est plus comme avant. Parce qu'avant, au consulat, il n'y avait pas de rendez-vous. Alors, vous savez, on venait au consulat comme ça, juste pour rencontrer des gens, pour voir qui était là. Et on a perdu ça. » Donc, je l'avais dit dans mon rapport l'année dernière, même dans les consulats, pour moi, les consulats ont à jouer. Moi, je l'appelle cette place du village gaulois. Et nous avons tous besoin, où que nous soyons, en France hexagonale, en Outre-mer, ou nous à l'étranger, nous avons besoin de ce ciment qui est la place du village gaulois. Et ça me semble extrêmement important. Et je trouve qu'il faut réfléchir à voir comment on peut la recréer. Et elle est extrêmement importante. Sinon, on ne se parle plus. On vit chacun dans notre silo. Et on a du mal à encaisser les coups difficiles. Parce que quand on a des coups difficiles, quand on est plusieurs, ça va être plus facile. On va poser des questions, on va se faire aider, on peut trouver de l'aide. Ou on peut être soi-même le support pour quelqu'un d'autre. Donc ce lien social, pour moi, est tout à fait fondamental. Alors, ensuite, alors monsieur Gilbert, pardon, qui dit, est-ce que la maison des services publics, c'est la mairie? Non, 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 Gilbert, c'est pas la mairie. Parce que la mairie, vous avez un employé de mairie, on est au niveau municipal, il n'a pas du tout les compétences sur la CAF, sur Pôle emploi, sur un problème de sécurité sociale. Non, non, donc la mairie ne peut pas répondre à ça. Ça peut être dans les locaux de la mairie que s'installe temporairement cette maison de service public, mais la mairie n'est pas une maison de service public. C'est un service public local. Et là, quand on parle de service public, c'est général, qu'on n'ait plus besoin d'aller à un centre des finances publiques à Perpète, qu'on n'ait plus besoin, les tribunaux administratifs sont disséminés, qu'on ait quelqu'un qui puisse parler, représenter, expliquer, accompagner une démarche avec un tribunal sans qu'on soit besoin, donc on ait besoin forcément d'aller jusqu'au tribunal. Alors ensuite, Jean-Louis qui me disait, la déclaration de revenus du consulat interne n'est pas vérifiée, il va conserver cette déclaration qui n'est pas une certification. Alors là, attendez, je relis, calmement. La déclaration de revenus du consulat en Thaïlande. Du consulat en Thaïlande n'est pas vérifiée. L'immigration thaïlandaise. Alors là, j'en attendez, c'est un problème spécifique à la Thaïlande. Alors, l'immigration thaïlandaise, cette déclaration. Ah, oui, ça y est, je pense savoir à quoi vous faites allusion. Jean-Louis, si je me trompe, vous m'enverrez un email. Vous voulez dire que vous aviez besoin, pour justifier auprès des autorités thaïlandaises de vos revenus en France, vous avez besoin d'un document, d'un certificat de revenus, une attestation de revenus, quelque chose qui justifie que vous avez bien ces revenus. Or, le consulat ne peut pas faire ça. Il peut juste, je ne sais pas ce qu'il fait d'ailleurs, il peut juste authentifier un document que vous lui présentez. Je pense que c'est ça. Mais ça, les autorités thaïlandaises, libres à elles de faire comme elles veulent. On a le même problème dans d'autres pays. Hein. Chaque pays définit sa règle. Et donc, nous, on n'a pas la main sur leur façon de faire. Moi, je pense plutôt que s'il vous faut une attestation de revenus, c'est bien à la structure qui vous verse ce revenu de faire cette attestation et ensuite de la faire traduire et par un traducteur assermenté. Je suppose que c'est ça. Mais là, nous, autorités françaises, on n'a pas la main sur les autorités du pays local. Ça, c'est impossible. On peut pas du tout le faire. Ensuite, si le consulat authentifie, je vois c'est ça, une déclaration sur l'honneur, mais une déclaration sur l'honneur, ça reste une déclaration sur l'honneur. Ça n'a pas de valeur, une déclaration sur l'honneur. Ça n'a pas de valeur. Nous, on sait en droit français ce qu'on accepte comme déclaration sur l'honneur. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Les services fiscaux français acceptent votre déclaration sur l'honneur disant « le pays dans lequel je réside ne retient pas ma pension versée à mon ex-conjoint, la pension alimentaire que je verse à mon ex-conjoint, ne la prend pas en compte dans le calcul de mes impôts en Thaïlande par exemple, si c'était le cas. Et ça, vous faites juste une déclaration sur l'honneur. Nous, en France, on l'accepte. Dans le droit français, c'est accepté, pas de problème. Si les Thaïlandais ne l'acceptent pas, on n'y peut rien. Ça, on n'y peut vraiment, vraiment rien. Ça, c'est... Alors, Loïc qui dit...
Une autre façon de créer du lien est de relancer le volontariat sur des projets services. Alors attendez, j'ai pas tout. J'attends qu'Adrien me copie votre message. Parce que je vois pas encore tout sur mon petit écran de téléphone. J'ai qu'une partie. Puis je vois qu'il est 15h06. Il faut que j'avance. Alors... la fin de la question de Loïc. La sécurité civile comme le 7 Emergency Services en New South Wales, en Australie. Ah, c'est intéressant ça, la sécurité. Alors, Loïc, si je ne sais pas exactement en quoi consiste le State Emergency Services en Australie. En tout cas, en France, il y a beaucoup de jeunes, notamment, ou moins jeunes d'ailleurs, qui sont investis par exemple dans la Croix-Rouge et qui vont être secouristes Croix-Rouge sur des week-ends. On a ça, hein. Donc ça existe, mais c'est vrai que tous ces projets... Alors, il faudra voir aussi comment s'inscrit le service national universel qui est mis en place par le secrétaire d'État Gabriel Attal, dont je sais déjà qu'ils avaient fait une prévision pour 20 000 recrues l'année prochaine en 2020. 2020, je crois, c'est ça. Et en fait, il y a déjà tellement de demandes qu'ils en sont à 40 000, pardon. Donc, voilà, je sais que ce service est très attendu. On va voir comment ça se met en place. Donc, voilà, on va voir un petit peu comment ce service universel se met en place et s'il répond à ce besoin de lien social qui est extrêmement nécessaire. Et je suis d'accord avec vous, Loïc, si on n'a pas de lien social, on va sur les ronds-points. Ou on va dans une ZAD. Hein, donc les deux existent. Hein. Donc ça, c'est extrêmement important. Alors, Michel qui me dit, au vu de la déclaration d'impôt, le consulat pourrait établir un certificat. Oui, mais non, la déclaration d'impôt, c'est une déclaration. Vous voulez dire l'avis d'imposition peut-être, mais la déclaration d'impôt, ça reste déclaratif. Donc ça marche pas. Donc ça ne peut être que l'avis d'imposition, mais l'avis d'imposition, il a 1 an de retard. On l'obtient 1 an après les revenus. Donc il n'est pas contemporain. Donc là, c'est ça. Alors... Donc là, Jean-Louis, il faudrait voir. Je comprends de votre message que les autorités thaïlandaises ont changé leurs exigences. Ou alors, les exigences n'ont pas changé, mais les consulats... Je sais qu'aujourd'hui, ce qui se passe aussi, et ça c'est des questions de diplomatie, de relations diplomatiques, peut-être que nos consulats étaient très arrangeants à une époque où on avait peu de Français sur place et que bon, ils faisaient un papier, ils savaient que c'était pas tout à fait les exigences des autorités thaïlandaises, mais bon, pour arranger tout le monde, ils le faisaient. Et puis peut-être que les autorités thaïlandaises s'en sont aperçues, que compte tenu d'une l'augmentation très importante du nombre de Français en Thaïlande, et que du coup, dans le cadre des relations diplomatiques, il y a peut-être eu, je ne suis pas au courant, je fais une hypothèse, je réfléchis à voix haute, parce que s'il y a un changement brutal, il n'y a pas de raison. Nos certificats n'ont pas de raison d'être méchants, entre guillemets, et de vous mettre des bâtons dans les roues. C'est qu'il y a eu un truc. C'est qu'il y a eu un truc entre la France et la Thaïlande qui fait que la France a peut-être été rappelée à l'ordre. Ou... Voilà. Je sais que, par exemple, la France, les autorités françaises en Thaïlande entretiennent, hélas, faut-il dire, des relations fréquentes et soutenues avec les autorités de police thaïlandaises, parce que vous savez qu'en Thaïlande, on a 70 000 Français, environ 17 000, je crois, sont inscrits, beaucoup ne sont pas inscrits, et surtout beaucoup sont de passage. Beaucoup de touristes, on a à peu près 40 000 touristes chaque jour. Et beaucoup de gens qui commettent des imprudences. On a eu un jeune, par exemple, il n'y a pas longtemps, qui a fumé une cigarette électronique en Thaïlande, ce qui est complètement interdit. Et du coup, il s'est retrouvé en prison. Du coup, il a fait que nos autorités aillent négocier pour voir si on pouvait... il est en garde à vue. Voilà, pour l'aider, etc. Donc, il y a des relations de proximité qui, je sais, sont excellentes pour permettre de dénouer des relations parfois un peu complexes. Et voilà. Donc, est-ce qu'il y a eu quelque chose de changé dans la relation France-Thaïlande qui fait que du coup, les autorités françaises sont plus vigilantes aux documents qu'elles signent pour les autorités thaïlandaises? C'est peut-être ça la réponse. Je ne saurais pas vous dire, mais il n'y a pas de raison que les consulats soient méchants du jour au lendemain. Du tout, du tout. Et puis, je vais bientôt terminer parce qu'il est déjà 15h10. Bernard qui dit le lien social, remettre les gens au travail pour supprimer l'oisiveté. Absolument.
et c'est bien l'objectif, avec un chômage qui a donc diminué, qui est nettement en baisse, et alors voilà, peut-être que vous n'étiez pas là au tout début, Bernard, mais stop à l'assistanat, oui, je l'en ai parlé tout à l'heure, les indemnités chômage qu'on va revoir parce qu'elles entretiennent des gens chez eux à ne pas travailler, parce que souvent elles sont plus intéressantes que le revenu qu'on pourrait avoir en travaillant. Donc absolument, sans compter les complexités parfois pour cumuler chômage, emploi, enfin bon, emploi à temps partiel, voilà. Donc tout ça, oui, remettre les gens au travail, on est bien d'accord, ça c'est l'objectif, le grand objectif. Vous l'avez entendu, le président de la République l'a dit, hein, plein emploi en 2025. Et il dit que c'est faisable. Donc moi je crois ça possible, mais il va falloir se relever les manches, et il va falloir mettre les bouchées doubles pour arriver au plein emploi en 2025. En tout cas, le chômage diminue, ça c'est une certitude. En revanche, les chômeurs de longue durée ont encore beaucoup de difficultés à trouver un emploi et difficile à réinsérer. Mais vous avez plein de structures qui sont sur le terrain, qui existent, parfois des initiatives privées d'ailleurs, qui essayent de travailler, beaucoup de jeunes qui essayent de créer des entreprises avec une raison sociale qui donne du sens à ce qu'ils font et qui travaillent pour aider à la réinsertion sociale et professionnelle. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'il est déjà bientôt 3h15, ça fait 1h15 que je suis avec vous, j'étais ravie d'avoir pu échanger. Je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Vous n'hésitez pas à vous m'envoyer un email et comme toujours, quand je ne vous réponds pas sous 48 heures ouvrables, s'il vous plaît, vous me renvoyez un email, c'est qu'il est passé au travers des mailles du filet. Ah, Jean-Louis, pour terminer, casser les casseurs. Je comprends ce que vous voulez dire. Permettez-moi de sourire, j'en dirai pas plus, mais je comprends tout à fait ce que vous voulez dire. Maintenant, enfin bon, je ne vais pas partir dans un grand échange, mais je pourrais en dire long parce que je pense qu'il y a une responsabilité aussi des médias autour de ça et j'aimerais qu'aujourd'hui, les médias qui adorent le direct mettent le direct sur un Français qui mène une association, tiens, j'en parlais, de réinsertion des chômeurs longue durée qui réussit, une association de sportifs dans un coin, d'un sport inhabituel et qui va gagner un championnat. Je tiens à souligner que la France héberge à partir du mois de juin prochain la Coupe du Monde de football féminin et que tous les matchs sont pleins, et tous les stades sont pleins, donc comme quoi il y a l'intérêt pour ça. Donc voilà, mettre le phare sur des choses positives, parce que des Français qui prennent des initiatives positives et qui aident la communauté et qui créent du lien social, on en a des dizaines de milliers, et cela, malheureusement, on n'en parle jamais. Donc, et ça me désole. Donc voilà, j'aimerais qu'on retourne un petit peu les choses parfois. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Je vous retrouve le mois prochain. Alors, le mois prochain, le premier samedi du mois tombe le week-end de Pentecôte. Moi, personnellement, ça ne me gêne absolument pas de faire mon live un week-end de Pentecôte. À l'étranger, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de pays concernés par le week-end de Pentecôte. Donc, moi, je suis tout à fait prête à le faire. Je vais regarder le nombre de pays qui ont un lundi de Pentecôte. Ça m'étonnerait parce qu'il n'y a vraiment qu'en France qu'on a le lundi de Pentecôte. Dans la religion catholique, la Pentecôte, c'est le dimanche. Hein, c'est pas le lundi. Ça y est, bon, ouais. Lundi, c'est pour se remettre des affres du dimanche. Voilà. Donc, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui ont un lundi férié. Et donc, auquel cas, je maintiendrai mon Facebook Live le samedi 3 juin, je crois, enfin c'est tout début juin. Voilà, non, ça doit être le 1er juin d'ailleurs, c'est lundi 3. Voilà, à tous, un très bon mois de mai, où que vous soyez dans le monde, au nord de l'équateur avec les beaux jours qui reviennent, ou au sud avec une entrée douce, que je vous souhaite douce dans l'hiver, et je vous dis au mois prochain et à votre service par email. À très vite.